Mesdames, Messieurs, bonjour. En tant que président de l'Agence Bio, quel plaisir de vous recevoir ici dans ce magnifique restaurant qui s'appelle Le Breguet pour une nouvelle conférence de presse de l'Agence Bio. Avec toute l'équipe de l'Agence Bio, on est très heureux de vous accueillir. Le bio, vous allez voir toute la dynamique, bien sûr, que ce marché représente. Juste un petit clin d'œil pour vous dire qu'il y avait la semaine dernière un grand salon à l'étranger qui s'appelle Biophare, qui est le salon mondial des produits bio. Je peux vous dire que la France, j'étais fier de voir comment il évolue la présence française qui concrétise bien notre présence à l'international. C'est important aussi pour les PME et surtout les TPE, les toutes petites entreprises qui commencent à vouloir exporter leurs produits et leur savoir-faire français, de voir la dynamique qu'on est aussi à l'international. Mais vous allez le voir, on va vite revenir en France et vous dire aussi combien sur ce marché le développement est fort et puissant. Pour vous dire que d'ailleurs la bio change d'échelle, mais elle change d'échelle en préservant les fondamentaux. Ça veut dire qu'on garde bien sûr les fondamentaux de ce qu'est la bio, ce qui nous a animés depuis des décennies déjà pour développer ce marché et faire évoluer à la fois la production, la transformation et la distribution. Et vous allez le voir dans les études que nous allons vous proposer, qui vont vous être dévoilées ce matin. N'hésitez pas après à formuler vos questions. Nouvelle formule aussi, vous voyez, avec un espace très vaste. Tout à l'heure, on aura le plaisir de recevoir le cofondateur de ce magnifique restaurant. Vous allez voir aussi une nouvelle formule avec des interventions, des témoignages qui vont être présentés après l'intervention de notre directeur Florent, qui va vous présenter justement tout le travail qu'on a fait cette année pour observer, analyser, disséquer l'évolution de ce marché, à la fois de la part du consommateur, de la part de la production et bien sûr de la transformation et de toute cette filière qui montre encore une fois, je vous le dis, je le répète, une bio qui change d'échelle mais en préservant ses fondamentaux. Voilà Florent, à toi pour nous présenter ces beaux chiffres. Merci Didier. C'est là qu'on va voir si les caméramans arrivent à changer le cadrage au fur et à mesure. Merci. Oui, donc comme le disait Didier, on va vous donner quelques éléments chiffrés et d'études qu'on a faites. En particulier, on va vous donner des éléments sur le baromètre qu'on réalise maintenant depuis une quinzaine d'années avec l'aide de notre partenaire CSA sur cette opération. Baromètre qui vient d'être réalisé puisque l'enquête a été faite très récemment. Et puis après, on reviendra de façon beaucoup plus détaillée qu'on l'a fait en septembre sur les éléments chiffrés à la fois du marché, comme l'évoquait Didier, mais également bien sûr de la production et de la transformation, enfin de tous les acteurs de la bio aujourd'hui, pour voir où on en est d'un point de vue dynamique. Comme l'a dit Didier, on a vu que la comparaison internationale nous était assez flatteuse, mais on va y revenir plus en détail. Et enfin, comme l'a dit Didier, au fur et à mesure, on aura des témoignages d'acteurs concrets de la bio aujourd'hui, et on terminera par un focus assez détaillé sur ce qui va se passer durant la semaine prochaine, à partir de samedi, puisque le Salon international de l'agriculture s'ouvre samedi prochain, et que l'agence bio va y tenir une place de choix, mais on y reviendra. Alors, comme je le disais, ce baromètre qu'on réalise tous les ans a été mis en place cette année par une enquête qui a eu lieu en novembre dernier. Donc là, c'est vraiment les chiffres en avant-première qu'on vous donne, sachant qu'on mettra à disposition sur le site web de l'agence bio en fin de matinée le détail de cette étude, puisqu'il y a notamment sur chacune des questions, pour ceux qui connaissent ce baromètre, des détails qui sont donnés par type de population, notamment par tranche d'âge. C'est souvent des aspects qui sont assez intéressants. Donc, sur certains chiffres, on va le détailler, mais on va rester sur les chiffres essentiels. Vous aurez tout le détail de ce rapport assez volumineux dès la fin de matinée. Ce qui est très important pour nous dès le départ, c'est la question de la relation des consommateurs français à la bio et qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils ont comme représentation et surtout vers où ils vont aller, parce que cet outil de baromètre, au-delà du fait de nous conforter sur un certain nombre de points forts que l'on a, c'est aussi bien sûr une façon d'anticiper les années qui sont devant nous. Donc on voit aujourd'hui en particulier dans cette étude, 82% des Français disent c'est important de développer l'agriculture biologique aujourd'hui en France. Donc c'est un chiffre qui est notable et du coup on retrouve évidemment 83% des Français qui ont confiance dans ces produits issus de l'agriculture biologique et qui traduisent, comme je le disais, les perspectives sur la suite de l'histoire, si je puis dire, puisque 29% d'entre eux nous disent j'ai l'intention, dans les 6 mois qui viennent, d'augmenter ma consommation de produits issus de l'agriculture biologique.
On verra après dans quelles conditions ils vont réaliser cette augmentation, mais on est bien sur un marché qui devrait poursuivre sa dynamique puisque les Français, à un nombre assez important, disent je veux développer cette consommation et quasiment aucun d'entre eux nous dit je veux la diminuer. Une partie dit je veux la maintenir, mais 29% veulent l'augmenter. En termes d'installation dans la consommation bio, on arrive à des chiffres assez intéressants d'année en année. Vous vous rappelez que l'an dernier, on avait déjà ce chiffre de 9 Français sur 10 qui disent, lorsqu'ils sont interrogés, dans l'année qui vient de s'écouler, j'ai consommé des produits bio. Alors c'est déjà un élément évidemment clé puisque ça veut dire que cette consommation bio, elle s'installe dans le paysage de façon assez solide. D'année en année, les consommateurs finalement qui ont découvert les produits bio continuent à consommer et de nouveaux consommateurs arrivent. Et du coup, les consommateurs présents augmentent leur consommation. En particulier, maintenant, on a 70% des Français qui disent « je consomme régulièrement ». Alors ce qu'on appelle régulièrement, c'est au moins une fois par mois. Pour vous donner un repère, ils étaient 65% l'an dernier, donc vous voyez qu'on progresse tout doucement. Ils étaient moins de 50% il y a 2 ans. Donc on a vraiment une installation dans la consommation bio. Ça devient pour un certain nombre de consommateurs un fondamental de ces courses. Quand on fait ces courses, on achète une partie de ces produits en bio régulièrement. Et puis, dans les consommateurs vraiment très motivés par la bio, on a une augmentation assez spectaculaire puisque dans les consommateurs qui consomment vraiment très régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, on passe en novembre 2016, à 15% de la population qui dit je consomme des produits bio tous les jours. Ils étaient 10% l'an dernier, donc vous voyez que sur les fondamentaux, là on est vraiment sur des augmentations assez importantes. Donc on en conclut bien que l'entrée dans la consommation bio amène à aller de plus en plus loin. Finalement, on découvre des produits au fur et à mesure et on s'y installe. On reviendra sur les produits dans quelques minutes. Justement, ces produits, le top 5, si je puis dire, des produits plébiscités par les consommateurs bio aujourd'hui, on reste, en tout cas pour les 3 premiers d'entre eux, sur les fondamentaux qu'on a depuis quelques années. Quand on rentre dans la consommation bio, on le fait par les fruits et légumes frais, par les produits laitiers et par les œufs. On sait qu'aujourd'hui, la consommation des œufs bio, par exemple, est en train de dépasser les 20% du marché des œufs pour les Français. Donc on est en train de s'installer dans des produits assez fondamentaux et assez stables finalement sur ces 3 gammes-là. Après, en quatrième, à 51%, les consommateurs vont vers des produits d'épicerie, ce qui est un champ assez large, mais ça rejoint ce que disait Didier Péréol tout à l'heure sur les évolutions que l'on voit notamment dans des salons internationaux, etc., de propositions qui existent pour les consommateurs aujourd'hui. Et enfin, un produit qui monte beaucoup cette année, avec une progression assez conséquente, c'est la viande, ce qui est un point qui nous intéresse fortement, puisqu'il y a beaucoup de discussions évidemment sur la production de viande aujourd'hui et sur l'élevage. On voit que la réponse agriculture biologique, en tout cas, est une réponse que les consommateurs, pour une partie d'entre eux, trouvent pertinente et ils voudraient pouvoir consommer ces produits issus de l'agriculture biologique sur l'élevage. Au passage, dans cette enquête CSA, on regarde également l'incidence de la consommation de produits de l'agroalimentaire sur l'ensemble du comportement des consommateurs. Et en particulier, 67% d'entre eux nous disent que la consommation, le fait qu'ils soient maintenant installés dans cette consommation bio, qu'ils la développent sur les produits alimentaires, les amène aussi à développer leur consommation de produits sur des cosmétiques ou des textiles. Alors surtout les cosmétiques, on est à 43%. Et globalement, les produits non alimentaires à base d'agriculture bio, pour eux, représentent 67% de leur désir d'aller vers ces produits-là. Sur les motivations des consommateurs vis-à-vis de l'agriculture biologique, là aussi on retrouve le même classement que l'année précédente, trois valeurs fortes, mais qui se regroupent de façon un peu plus nette, et surtout un resserrement, je dirais, du troisième du podium, c'est-à-dire que la motivation sur la santé arrive toujours en numéro 1. Juste derrière, on retrouve l'environnement. Et enfin, en troisième, avec une progression intéressante, la notion de goût et de qualité des produits. Ça, on sait que c'est un phénomène qui monte en puissance. On l'a vécu plusieurs fois cette année sur des tests qui ont été faits autour notamment du vin. Je pense que c'est le produit peut-être le plus symbolique de cette croissance, sans être caricatural. Il y a peut-être une époque où les consommateurs de vin bio étaient assez militants de cette consommation, en se disant on travaille effectivement pour la santé et pour l'environnement, mais sur le goût, on s'y retrouve pas tout à fait. Là, on a vu sortir des études très intéressantes disant voilà, les produits viticoles à base de produits sous l'agriculture biologique sont de meilleure qualité, de meilleur goût dans des tests à l'aveugle, dans des tests avec des experts, etc. Les consommateurs nous disent la même chose, c'est rassurant, que les experts en question.
Sur les qualités que reconnaissent les consommateurs, pourquoi est-ce qu'on teste ça? Parce que toute cette confiance dont je parlais dans le premier diagramme, il faut aussi voir sur quoi elle repose. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que finalement, ces consommateurs de bio, ils savent de quoi on parle. C'est pas une représentation un petit peu générique. On dirait, ben, la bio, voilà, c'est bien, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. On leur demande finalement quelles sont réellement l'image que vous avez de ces produits bio, qu'est-ce que vous y mettez. Donc on retrouve de façon très très forte la question de l'absence d'OGM dans la production bio. 91% des gens le citent comme un des arguments de cette consommation de bio et comme élément structurant de ce que sont des produits issus de l'agriculture biologique. Pareil pour la fabrication, ça c'est intéressant aussi parce qu'on a souvent tendance à penser que les consommateurs connaissent la production de produits bio, pas forcément leur transformation. Donc ils citent quand même à 76% le fait qu'on utilise uniquement des additifs naturels et qu'on n'a pas de colorants ni d'arômes artificiels. Très important également, et ça on sait que c'est l'élément clé de la consommation bio, c'est la question des contrôles. 89% des Français nous disent un produit bio, c'est un produit qui relève d'un cahier des charges précis, et 82% disent on sait qu'il y a un contrôle annuel systématique sur ces produits dans leur fabrication. Donc voilà, encore une fois, on est vraiment sur des choses très connues. Et on retrouve également, et ça je le citais un petit peu indirectement tout à l'heure sur la consommation de viande, la question de l'éthique, le bien-être animal en bio est cité par 87% des Français, ce qui est quand même très spectaculaire également. Sur l'évolution finalement de ce que amène l'agriculture biologique et la consommation de produits issus de l'agriculture biologique, on retrouve là aussi des éléments très intéressants puisque on a un consommateur bio sur deux qui nous dit en étant rentré dans cette consommation de produits bio, j'ai changé mon comportement globalement dans mes actes de consommation. Ça n'influe pas que sur le fait que je prends un produit bio à la place d'un autre. Globalement, j'ai changé mon comportement. Sur trois critères importants, on l'a relevé. C'est le fait de davantage acheter de produits de saison. Ça, c'est un combat qu'on mène tous depuis des années en disant si on veut une bio pertinente, il faut que ce soit une bio qui respecte la saisonnalité, où on trouve des produits correspondant au moment de l'année où on est. Donc, ils sont à 65% à dire j'achète davantage de produits de saison que par le passé. À 61% davantage de produits frais. C'est assez proche, mais c'est deux notions complémentaires. Et enfin, 58% qui disent je lutte davantage contre le gaspillage alimentaire. C'est là aussi une motivation globale de mon comportement de consommateur quand je passe à la bio. Enfin, un élément qu'on a essayé de renforcer cette année dans l'enquête, dans ce baromètre, c'est la question de la proximité, puisque vous savez que la question du bio et du local se pose de façon prégnante. Vous avez suivi l'actualité législative, j'allais dire récemment, autour des tentatives de développer davantage encore cette consommation de produits bio locaux. Donc on a interrogé les consommateurs qui, à 85%, nous disent qu'effectivement, pour eux, il y a une connexion forte entre la consommation de produits bio et de produits locaux, que ces deux éléments sont connectés. Et surtout, il voudrait que se développe une offre de produits justement à proximité de chez eux, auprès de commerçants. On y reviendra tout à l'heure sur les métiers de la table, les métiers de bouche. Il y a une demande forte de dire, voilà, je pourrais davantage consommer de produits bio si j'en trouvais, notamment dans un endroit qu'on n'avait pas testé jusqu'à maintenant, qu'on a testé cette année, qui sont les boucheries-charcuteries. 67% quand même des consommateurs qui disent je serais prêt à augmenter ma consommation si le boucher ou le charcutier que je connais se mettait à faire des produits bio davantage. On retrouve à 58% pour la boulangerie-pâtisserie, à 53% pour les fromages. Et ça, c'est vrai, évidemment, sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas réservé aux grandes agglomérations où cette offre commence à exister. Mais on sait bien que dans beaucoup d'endroits en France aujourd'hui, les commerces de proximité sont souvent assez absents. Et donc, cette demande des consommateurs, elle est à la fois compliquée à répondre, mais en même temps très intéressante à entendre parce que ça veut dire qu'il y a bien cette demande d'un contact avec un professionnel qui va vous expliquer en quoi ce produit bio il est intéressant, comment il a été fabriqué, comment il a été transformé. Dernier élément clé, c'est là aussi la demande de consommateurs. Et pour nous aussi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, important d'éclairer la suite du travail de tous les professionnels et en particulier d'un certain nombre de décideurs publics. On sait bien qu'on est dans une année importante de positionnement, notamment des futures élections législatives où il faudra peut-être entendre un certain nombre de ces demandes des consommateurs. Les consommateurs nous disent, voilà, moi je voudrais trouver davantage de produits bio dans un certain nombre d'endroits qui relèvent de ce qu'on appelle la restauration hors domicile, pour prendre le vocabulaire qu'on utilise, donc en dehors de chez soi. Où est-ce que j'aimerais retrouver des produits bio? À 81%,
et c'est aussi pour ça qu'on est bien ici et bien accueillis ici dans des restaurants. Donc on souhaite un développement, les consommateurs français souhaitent un développement de l'offre de produits bio dans la restauration dite commerciale, donc dans les restaurants. Quand je vais au restaurant, je veux me faire plaisir, je veux consommer des produits bio. Sur son lieu de travail à 78%, dans les hôpitaux également 77%, et puis on peut regarder l'ensemble des données qui vous sont fournies là. Un focus particulier. Tous les ans, on demande la question évidemment de la présence de produits bio dans les cantines scolaires. Évidemment, on pose une sous-question aux interrogés qui ont des enfants. Et parmi cette population, 89% des parents d'enfants disent on aimerait davantage de produits bio dans la restauration scolaire. Donc je pense qu'on après, on est devant nos responsabilités collectivement, tous les professionnels de la bio et comme je disais tout à l'heure, un certain nombre de décideurs publics. Il va falloir progresser sur ce sujet-là parce que c'est une vraie demande des consommateurs. Voilà, sur la partie baromètre, on fera le temps de questions globales tout à l'heure pour pouvoir permettre aux différents intervenants de prendre la parole. Je vais maintenant vous donner des éléments sur le marché et la production, sur l'ensemble des données que l'on recueille au cours de l'année. Tout d'abord, sur la demande et sur le marché, on vous avait annoncé en septembre que le premier semestre de l'année 2016 connaissait une croissance de l'ordre de 20% du marché. La très bonne nouvelle qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est que le deuxième semestre de l'année 2016 n'a pas démenti ce succès. On est resté sur les mêmes valeurs. On a toujours des doutes sur la deuxième partie de l'année parce que confère ce que j'ai dit tout à l'heure sur les produits frais, les produits de saison. La consommation bio n'est pas forcément constante toute l'année. Là, en l'occurrence, elle l'a été. La demande du deuxième semestre de l'année est tout aussi importante que sur le premier, ce qui fait qu'on a arrondi le chiffre qu'on vous avait donné. On serait plutôt autour de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la bio à la fin de l'année 2016. On reviendra bien sûr sur les chiffres plus précis au mois de mai prochain quand on aura fait l'ensemble des bilans distributeur par distributeur entre la grande distribution, les magasins spécialisés bio. On est donc autour de 20% d'augmentation, sans doute un peu plus, mais on n'a pas voulu dépasser ce chiffre pour l'instant en attente des calculs qu'on doit encore effectuer pendant les semaines qui viennent et des enquêtes qu'on fait notamment auprès de l'ensemble des circuits de distribution, y inclut la restauration commerciale, y inclut la restauration collective et la vente directe qui sont toujours un peu plus difficiles à obtenir. On peut noter, comme l'année dernière, que ce marché il est tiré en particulier de façon très positive par les magasins spécialisés en bio qui sont plus développés puisque leur croissance serait au moins de 25%, encore une fois probablement plus, mais on ne veut pas s'engager pour l'instant sur des chiffres un peu incertains, mais certaines chaînes de magasins bio assez développées sur le pays parlent plutôt d'un chiffre proche de 30% que de 25%, mais encore une fois on reviendra au mois de mai sur des chiffres plus précis, on ne voudrait pas vous donner d'informations non vérifiées. Mais en tout cas, on a comme en 2015, c'est la deuxième année de suite où c'est vraiment les magasins spécialisés bio qui tirent davantage le marché que la grande distribution, même si c'est très dynamique aussi en grande distribution, évidemment. Donc du coup, voilà un peu le résumé des années passées que vous connaissez. On est bien sur cette dernière barre 2016. Simplement sur ce graphique, une petite précision. On a fait figurer que les croissances des deux premiers secteurs, c'est-à-dire la grande distribution et les magasins spécialisés bio, pour le reste des secteurs, pour l'instant, on n'a pas d'estimation. C'est trop tôt dans l'année pour faire le calcul sur, en particulier, les artisans commerçants, la vente directe et la restauration collective. C'est des chiffres sur lesquels on est en train de mener des enquêtes et on pourra vous les donner plus précisément plus tard. On peut considérer probablement que la tendance va être la même, mais pour l'instant c'est trop tôt pour vous donner des éléments. Sur maintenant les gens qui font la bio, c'est quand même les acteurs essentiels. On va y revenir dans quelques minutes avec une des entreprises clés d'un des secteurs qui est important qu'on a relevé tout à l'heure, le lait et les produits laitiers. On a fin 2016, ça c'est des chiffres définitifs puisque vous savez que les opérateurs de la bio se notifient à l'agence bio, donc on les connaît en temps réel. On est maintenant à plus de 47 000 opérateurs en bio. Ça fait une progression de plus de 11% par rapport à l'année dernière. Ça représente aussi plus particulièrement plus de 32 000 agriculteurs. Là aussi, une progression d'à peu près de la même chose, c'est-à-dire 12% de progression par rapport au total de fin 2015. Donc pratiquement 4000 agriculteurs de plus. Et pour être précis dans ces chiffres-là, les chiffres qu'on vous donne à la fin de l'année sont bien un solde, c'est-à-dire que c'est à la fois les nouveaux agriculteurs engagés et on a enlevé également les gens qui ont arrêté leur activité agricole, par exemple en cours d'année 2016.
Et donc on retrouve également 14 859 précisément transformateurs, distributeurs, importateurs, exportateurs. Là aussi une croissance de 10% par rapport à l'année dernière. Sur les agriculteurs, pour rester sur ce premier élément, on voit un développement qui se fait toujours de façon privilégiée sur certaines régions françaises, en particulier le sud-est, l'ouest, et en particulier la Bretagne et le Pays de la Loire et le sud-ouest. Mais on voit quand même un démarrage assez intéressant dans des régions, notamment tout le quart, je dirais, nord-est de la France, qui commence à prendre un peu plus de développement au niveau des producteurs. Finalement, on a une croissance qui est assez proportionnelle à ce qui était l'état de fait dans la région. On traduit souvent ça sur le fait de se dire qu'il y a des dynamiques autour du fonctionnement, évidemment, de la vie entre les agriculteurs. En clair, lorsque vous êtes dans un secteur où plusieurs agriculteurs sont déjà passés en bio et ils trouvent leur compte, c'est évident que les agriculteurs suivants passent plus facilement. Donc on a un effet un peu d'entraînement qui est très intéressant à noter. On retrouve ces chiffres sur notre présentation, vous les aurez dans le dossier, donc je ne vais pas détailler. C'est effectivement région par région, les croissances. On retrouve ce phénomène de dire les régions qui étaient déjà bien installées en bio, effectivement, augmentent le nombre de producteurs. En surface, on arrive à peu près à... Là aussi, c'est des chiffres qu'il faudra qu'on vous précise au mois de mai, lorsqu'on aura vraiment le retour de tous les organismes de contrôle, exploitation par exploitation, puisque comme on disait tout à l'heure, les contrôles sont très fréquents en bio, donc on a des chiffres qui nous sont redonnés. On est à 1,5 million d'hectares. Ce qui est important à noter, c'est qu'un tiers de ces surfaces sont en conversion. Donc on est vraiment dans une dynamique très importante qui va, là aussi, tracer la suite du chemin, si je puis dire, et de l'histoire. Ça fait, ces 1,5 million représente, si on garde depuis plusieurs années le même chiffre comme dénominateur de notre calcul, on sait qu'il faudra le faire évoluer à un moment donné, puisque malheureusement en France les surfaces agricoles ont tendance à baisser en volume. Pour l'instant, pour vous donner des comparaisons annuelles sérieuses, on garde le même chiffre, mais ça nous amènerait à 5,7% de la surface agricole. Donc probablement, encore une fois, en pourcentage, j'ai envie de dire malheureusement, un chiffre qui sera sans doute supérieur parce que les terres agricoles en France ont tendance à, évidemment, comme vous le savez, à baisser de façon importante. On était à 4,9% à la fin de l'année dernière, donc une progression assez intéressante. Ce qui se traduit par cette courbe que vous avez déjà vue en septembre dernier à peu près dans la même forme, donc je vais passer. Ce qui est intéressant là aussi, c'est de voir qu'un certain nombre de productions sont en croissance, que globalement toutes les productions ont une croissance assez importante, mais que deux secteurs sont particulièrement à signaler, les grandes cultures, puisque c'est un secteur qui a mis un peu de temps à démarrer et qui, vous voyez, sur le deuxième, c'est un peu loin pour ceux qui sont au bout de la salle, la deuxième partie, on voit bien une croissance assez significative. Et bien sûr, tout ce qui est bovin, à la fois bovin viande et bovin lait, mais là on y reviendra de façon beaucoup plus concrète avec Christophe tout à l'heure. Sur les opérateurs maintenant, au-delà de la production, ce qu'on va appeler l'aval de la filière, là aussi, la croissance, vous voyez, est assez significative. Elle correspond à des périodes qu'on a déjà connues il y a quelques années, mais on a bien l'ensemble finalement de la filière qui se mobilise pour produire, transformer et distribuer des produits bio aujourd'hui en France. Là, par contre, c'est intéressant de noter que les évolutions à travers la France sont beaucoup plus mélangées que ce qu'on avait tout à l'heure sur la production. Il y a des régions comme notamment, bon, bien sûr l'Île-de-France, mais également les Hauts-de-France, ou en tout cas l'ex-partie Nord-Pas-de-Calais, l'Alsace, une partie de la Lorraine, tout le couloir rhodanien, le sud-ouest. Enfin voilà, il y a beaucoup de régions où finalement ces opérateurs se développent. C'est là qu'on voit aussi tout ce tissu de PME que tu évoquais, Didier, tout à l'heure, qui est présent à travers le territoire. On n'est pas dans des outils de transformation qui seraient regroupés. Il y a des outils de plus en plus conséquents, évidemment, mais on a aussi tout un travail sur le territoire d'un certain nombre d'entreprises qui irriguent le territoire national dans pratiquement toutes les régions. Il y a quelques zones un peu blanches, hein, évidemment, mais on a quand même un développement assez significatif de cette transformation. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Christophe Baron pour nous parler du projet Biolay et surtout de où on en est aujourd'hui à Biolay. Merci. Ok, bonjour à tous. Merci Florent. Biolay, donc un tout petit bout d'histoire avant de vous dire où on en est aujourd'hui du projet. Biolay a démarré en 1994, donc il y a presque 23 ans, à l'initiative de 6 producteurs de Loire-Atlantique et du Morbihan. Et l'idée de ces producteurs, c'était il faut qu'on structure une collecte, parce qu'il n'y avait pas de valorisation du lait bio dans le contexte. La bio était encore qu'une petite niche qui démarrait. Et donc ils ont acheté leur camion
persuadés que la solution, ce n'était pas de recréer des outils de transformation spécifiques en bio, mais qu'il fallait plutôt structurer la collecte et surtout par rapport, on va y revenir tout à l'heure, mais aux problématiques de rémunération des prix qui existaient déjà dans la filière conventionnelle, essayer de reprendre la main, nous producteurs, pour faire en sorte que la valeur soit partagée de manière équitable dans la filière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Biolay a progressé de manière assez rapide au fil je dirais, de la crise de la vache folle, des progressions qu'il y a eu avec les crises du conventionnel. Et on a accompagné au fil des années ce qui s'est passé au niveau du développement de l'agriculture biologique pour arriver à un chiffre ô combien symbolique qu'on a dépassé le mois dernier. C'est la 1000e ferme, donc au mois de janvier 2017, qui a adhéré à Biolay. Le pari des fondateurs, c'était on doit à tout prix ne pas exclure ni producteurs ni territoire. Là, c'était une manière, quand on parlait des valeurs tout à l'heure, de s'opposer au monde de l'économie pure et dure qui laisserait penser que le lait, en l'occurrence, notre production, elle devrait se spécialiser dans quelques zones en oubliant l'ensemble des territoires. Je rappelle que l'agriculture biologique, elle est d'abord, elle se construit aussi sur des équilibres agro-pastoraux et que de ce point de vue-là, qu'on ait des vaches qui soient dans toutes les zones de France, c'est pas choquant. Au contraire, ça fait partie des justes équilibres. Et si on veut produire de manière saine, naturelle, il faut en passer par là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on garde ce projet fort à Biolay et qu'on reste producteurs? C'est nous, producteurs, qui allons rencontrer nos collègues quand il s'agit, quand on reçoit une demande d'adhésion. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de prosélytisme dans les campagnes en permanence en essayant de convaincre avec des commerciaux. Mais quand un producteur se dit « moi j'ai envie de passer en bio », qu'il envoie une demande d'adhésion à Biolay, c'est un producteur qui va aller le rencontrer. Il va rester dans sa laiterie historique les 2 années de conversion. Biolay étant un acteur 100% bio, ça fait aussi partie de nos valeurs. Quand il va arriver au terme de sa conversion, il va arriver et va être pleinement intégré dans le groupement d'ailleurs dès le départ. Et aujourd'hui, pour vous donner une petite image, on a 750 fermes en bio et 250 en conversion. Aujourd'hui, quand on représente 1000 fermes, un tiers du lait bio et des producteurs bio en France, qu'est-ce qui fait qu'on garde nos valeurs? Moi, j'identifierais 2 points qui me paraissent importants. On a entamé il y a 2 ans une réflexion sur une démarche qualité qui fait qu'on est très attaché à l'autonomie des fermes. C'est-à-dire que quand on produit en bio, il nous paraît carrément incohérent d'aller acheter du soja qui vienne de Chine, du Brésil ou d'ailleurs, avec les risques de traçabilité que ça comporte. Donc produire en bio, c'est d'abord produire avec ce dont on dispose sur nos fermes. Et donc ça veut dire qu'on peut aussi être amené à accepter parfois quelques variations de production. Je ne vous cache pas que c'est le cas là dans le moment du fait d'un automne particulièrement sec sur beaucoup de régions en France. Mais on est attaché et fortement à ça. Donc dans notre démarche qualité, lors de notre dernière assemblée générale, donc en avril dernier, on a pris la décision donc, de ne pas utiliser de matières premières venant de l'étranger susceptibles d'avoir des problèmes de traçabilité. Donc ça c'est un élément. L'autre élément, c'est notre capacité donc, à aller sur tous les territoires. Je le rappelle, ça faisait partie des principes de base des pionniers qui ont construit l'histoire de Biolay. Ça reste pour nous quelque chose d'important. Et aujourd'hui, on collecte sur 70 départements. L'an dernier, on a ouvert une collecte dans les Hautes-Alpes et en Isère, dans des zones de montagne qui sont compliquées à les collecter. Mais c'est une manière de s'opposer aussi au tout économique. Et aujourd'hui, alors que la filière manque de lait bio et de manière très très forte en France, c'est lié à la croissance de la consommation importante que Florent a évoquée tout à l'heure. C'est lié à des conditions climatiques un peu difficiles chez les producteurs bio, donc pour ce qui est de l'automne 2016 dans certaines zones de France, pour ce qui est du printemps dans d'autres où ça a été très humide, notamment à l'Est. Et bien, ce lait qu'on va chercher, y compris avec des difficultés dans des zones qui sont un peu reculées, on voit qu'on en a besoin aujourd'hui. Et donc, ne laisser aucun territoire, ça fait aussi sens dans un projet où les consommateurs, où qu'ils soient, ils en ont besoin. Et donc, arriver à structurer une filière, on pense que ça passe par là. Et le troisième élément qui touche vraiment là aux valeurs aussi, il était dans l'idée des pionniers, c'était que chacun ait sa juste répartition dans la filière. Et à Biolay, donc, on a rapidement construit avec Biocoop, dès 1998, un accord de filière entre un distributeur qui était Biocoop, des transformateurs et Biolay comme groupement de producteurs. Et ensuite, il y a eu d'autres groupements de producteurs autour de Biocoop qui
qui ont construit ces logiques de filière qui font qu'on arrive aujourd'hui sur une notion de commerce équitable Nord-Nord. Et Dieu sait si c'est une idée forte que chaque acteur soit rémunéré à sa juste valeur, et ça en fait partie. Et donc, je dirais que c'est un aboutissement, là, 20 ans après, dans le champ des valeurs qui est important. Et donc, cette notion d'accord tripartite, c'est comme ça qu'on les appelle, on l'a décliné de manière plus récente avec un grand distributeur qui s'appelle Système U. Et nous, ça fait 6 ans qu'on travaille avec ce groupe de distribution. Et les éléments qu'on a semés avec Biocoop depuis très longtemps et qu'on continue avec le coup d'avance à porter en valeur en termes de partage de valeur économique, c'est aussi ce que la bio apporte. Et je crois que quand on voit les crises dans lesquelles l'agriculture s'enfonce dans différentes filières aujourd'hui, la bio, elle a aussi ce message social important. Et donc, on est là pour le porter et on continuera à le faire. Merci. Merci beaucoup Christophe. On aura l'occasion, j'y reviendrai tout à l'heure pendant le salon de l'agriculture, de réentendre des choses intéressantes sur le projet Biolay, puisqu'il y aura un point presse qui sera fait spécifiquement sur le stand de l'agence bio par Biolay, et on vous remercie encore d'être présent à cette occasion-là. Je vais passer maintenant la parole à Ismaël Meynaud, qui est donc directeur de l'école de Paris des métiers de la table, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, on essaye vraiment de réfléchir à l'ensemble de la filière, finalement de la production qu'on vient de voir à l'instant, jusqu'à la restauration. Merci. Oui, bonjour à tous, c'est Ismaël Meynaud. Donc je ne suis pas venu seul puisque je suis venu avec Anouk qui pourra intervenir et qui est apprentie, et je pense que c'est elle qui aura un témoignage aussi important à apporter. Alors l'école de Paris des métiers de la table, ce sont des jeunes en fait qui sont uniquement en apprentissage, donc ils vont en entreprise, et je pense qu'il y a vraiment sens puisque ce sont de futurs restaurateurs qui eux-mêmes vont donc acheter après des produits bio. Donc la sensibilisation de ces produits est très importante. Donc nos jeunes sont dans des entreprises et je dirais qu'au sein de l'école, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a ce partenariat avec l'agence bio parce qu'on a été très vite sensibilisés à ces produits. On est en phase avec la réalité du terrain et de plus en plus les restaurateurs, pas seulement j'irai pour des questions de vente de produits parce que de plus en plus le client demande à se restaurer de façon biologique tout simplement. Donc il faut simplement que nos jeunes soient sensibilisés aux produits. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans le baromètre, vous avez non seulement une augmentation de la demande des consommateurs, et nos apprentis sont des consommateurs, donc de toute façon ils font partie, je dirais, de cette augmentation. Et il y a aussi une augmentation du souhait du goût. Vous l'avez noté tout à fait Florent tout à l'heure, il y a cette nécessité de savoir travailler, et Jean je pense pourra nous parler tout à l'heure, de travailler aussi cette matière première. C'est bien de la produire, mais il faut après savoir la travailler. Et l'air de rien, il y a aussi une façon peut-être de travailler différemment, d'avoir un produit qui est un peu plus noble et beaucoup plus sain. Donc la phase avec la réalité, l'alternance est très importante. Nous, c'est 1200 jeunes chaque année qui sont formés. C'est 1200 jeunes. Alors, non seulement en restauration, mais aussi en alimentation. Nous n'avons pas parlé de la farine, mais on a de plus en plus aussi de boulangers-pâtissiers qui utilisent une farine biologique et qui vont travailler aussi cette matière première. Voilà. Alors, c'est très très bref, mais on a évoqué aussi la restauration collective. La restauration collective, c'est aussi beaucoup de repas qui sont servis. Nous avons, au sein de notre école, des formations qui sont spécialisées en restauration collective. Et c'est vrai, vous parliez tout à l'heure de la restauration scolaire. Il y a un effort qui est fait de la part de la restauration collective. C'est pas toujours évident parce qu'effectivement, il faut qu'on parle d'échelle, il faut que ça se développe encore plus. Mais j'étais l'année dernière à un colloque où c'était un des thèmes, le thème même principal, comment développer dans la restauration collective, et ça a été abordé, et je pense qu'il y a des efforts qui vont être faits. Alors, très concrètement, on est quand même un centre de formation où on délivre des diplômes d'État, et on a un référentiel à suivre, tout simplement. Donc, même si on n'a pas attendu que l'éducation nationale nous mette dans ses référentiels des thèmes concernant l'alimentation, il y a aussi un progrès de la part de l'éducation nationale qui modifie les référentiels. On a pu évoquer ça aussi lors d'une conférence l'année dernière sur le référentiel qui maintenant aborde en alimentation de façon systématique le bio. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi ancré et qui n'aurait jamais été, je dirais, possible il y a quelques années. Donc je pense que tout le travail qui est fait autour permet de travailler en profondeur les référentiels. On espère évidemment dans la restauration, dans tout ce qui est cuisine, et ça va être fait, que ce référentiel puisse indiquer aussi le travail des produits bio. Et donc ça, c'est un progrès qui est important. Mais nous sommes toujours dépendants des référentiels, et nos formateurs
même si on les sensibilise aussi sur le bio, doivent aussi travailler en alternance sur des heures qui sont parfois limitées, sur un programme qui n'inclut pas totalement. Donc ça, après, je dirais, c'est l'école qui est assez volontaire à ce niveau-là pour pouvoir avancer sur le sujet. Alors, l'école aussi développe un partenariat avec le Servia, il a signé donc une convention pour tout ce qui est approvisionnement de proximité. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir, lors de la fête de la gastronomie, puisque nous avons fait depuis quelques années maintenant, nous faisons sur la fête de la gastronomie qui est organisée un déjeuner qui est biologique, on peut le dire, et peut-être que l'idée, ça serait de pouvoir lier, et je crois que c'est dans l'actualité, la proximité avec le biologique. Voilà. Très concrètement, j'avais 3 minutes, je crois que je les ai utilisées. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à Joseph Legrand, qui, avec son frère Augustin, a monté ce resto. Donc, je te laisse en parler. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue de la part de toute l'équipe. Donc, on a créé le Bichat il y a 2 ans, qui est un petit restaurant rue Bichat. Le concept étant de faire du bio pas cher, accessible à tous. Donc, on se fournit au maximum localement, en circuit court. L'idée aussi est de payer bien les gens et de faire en sorte que, à travers nos prix abordables, il y ait une réelle mixité dans notre clientèle. Voilà. Le business model, il est fondé sur le volume plus que sur nos marges, étant donné qu'on pratique des prix très abordables. Ça a été une super réussite. On a eu beaucoup de monde dès le départ, un réel engouement de la part de notre clientèle, des gens et de la presse. Et du coup, là, ça fait maintenant 2 ans. Et on a rencontré plein d'acteurs qui ont voulu nous soutenir, dont la CMAS, qui nous a proposé plusieurs locaux, dont celui-ci. Donc on est passé de 50 couverts à 250 couverts. Donc tout l'enjeu était de réussir à grossir tout en gardant notre ADN et vraiment notre charte éthique. Comme vous le voyez, on essaie de garder un esprit familial derrière le bar. On continue à se fournir au maximum avec des acteurs locaux en circuit court. On continue à essayer de bien payer les gens tout en gardant des prix abordables. On reste sur des menus entrée-plat à moins de 10 €. Et l'idée est vraiment que notre modèle puisse grandir, sachant qu'on ne peut pas être partout. On mise vraiment sur l'open source. C'est-à-dire que si vous voulez ouvrir un restaurant en province, ouvrir un restaurant même à l'étranger, nous, on donne les outils. On est là pour vous accompagner. Et si vous êtes dans notre charte éthique et que vous gardez nos principes et notre ADN, il n'y aura pas de souci. Voilà. Il y a déjà un petit restaurant qui s'est ouvert rue Mira, un autre qui vient d'ouvrir rue de la Boétie, et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas à demander plus de gâteaux. Merci pour toutes ces précisions, puis surtout merci pour l'accueil, parce que c'est vraiment très sympa, on se sent à la maison. On va dire quelques mots maintenant sur le salon de l'agriculture. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure en introduction, on est maintenant à quelques jours, l'inauguration a lieu samedi prochain. On n'est pas peu fiers cette année de madame qui est ici, la madame Fine, qui est l'égérie du salon de l'agriculture. Comme tous les ans, il y a une égérie, sauf que cette année, cette égérie est justement issue d'un élevage que nous avions reconnu il y a quelques années, puisqu'elle avait remporté, enfin cet élevage avait remporté les trophées de l'agriculture bio. Donc c'est une vache qui est donc issue de cet élevage qui s'appelle l'élevage des 7 chemins, qui est un GAEC avec trois agriculteurs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Évidemment, la race, vous le savez, c'est une pie noire bretonne. Et c'est effectivement un élevage en agriculture biologique qui travaille en circuit court. Donc voilà, on se dit que quand on en est à ce que le salon de l'agriculture choisisse ce type d'égérie pour représenter l'agriculture française, on est sans doute sur une voie très intéressante. Mais on ne va pas s'emballer non plus. On va continuer à faire notre travail sur ce stand dont on parle là. Donc un stand éco-conçu qui est à peu près au même endroit que l'an dernier, donc plutôt vers l'entrée du hall 4.
On va très rapidement passer la parole à des gens qui seront à l'animation de ce stand, donc je ne vais pas développer les choses. Simplement, 2 points particuliers. On parle de rencontres professionnelles. En particulier, cette année, on va procéder à la signature de plusieurs conventions cadres avec des organismes qui aident au développement de la bio sur les territoires, en particulier des organismes bancaires et de financement participatif, puisqu'on va signer une convention cadre avec le Crédit Agricole. On va signer une convention cadre avec Mimosa, donc qui fait du financement participatif, et on va faire une table ronde sur le financement des projets avec nos partenaires de Terre de Liens et de la Nef. Donc vous voyez qu'on essaye de développer, et ça va se poursuivre, puisqu'on a tout un club de financeurs qu'on a commencé à faire bouger de façon assez importante, de façon à ce que dans ces territoires dont on a parlé à plusieurs reprises ce matin, les porteurs de projets aient un réel soutien, à la fois des pouvoirs publics bien entendu, mais également du financement privé et du financement participatif, qui sont des outils prometteurs, et là aussi, pour reprendre ce que disait Joseph Legrand à l'instant, sans doute très proche de l'ADN de tout ce qu'on a voulu développer depuis le départ de la bio. Les consommateurs sont aussi des citoyens, ils ont envie de s'engager dans ces projets, et ce financement participatif est un vrai bel outil à développer. Deuxième chose un peu nouvelle, si je puis dire, c'est le parcours bio. Vous savez que depuis l'année dernière, on a développé une application pour les smartphones qui s'appelle la Bio en poche. Cette année, on fait une nouveauté au salon, c'est-à-dire que quand vous viendrez sur notre stand, vous pourrez à ce moment-là avoir une cartographie, ou en tout cas des éléments de repère pour, dans l'ensemble de ce salon que vous connaissez, qui est quand même très très vaste, identifier toutes les personnes qui sont en bio, c'est-à-dire soit ils ont des produits bio à leur stand, soit ce sont des agriculteurs bio. Enfin voilà, il y aura un repère comme ça qui vous sera donné. On va essayer cette année de le faire avec des outils numériques pour que ça soit mis à jour en temps réel, de façon à ce que tous les visiteurs qui viennent au salon de l'agriculture et qui s'intéressent à l'agriculture biologique puissent aller voir l'ensemble des acteurs qui sont présents sur ce salon. Donc maintenant, je vais passer la parole à Jean Montagard, qui est un partenaire depuis longtemps de l'agence bio et qui en particulier nous permet de faire des animations culinaires pendant toute la durée du salon. Donc je vais laisser expliquer un petit peu cette démarche sur le salon de la partie cuisine. Merci. Oui. Bonjour. Donc moi je suis ancien professeur de cuisine lycée hôtelier de Nice. Et j'étais un fonctionnaire éducation nationale assez atypique, puisque tout en étant enseignant, en 78, j'ai ouvert mon premier restaurant bio végétarien à Menton. Alors ça fait 9 ans que j'anime le stand de l'agence bio. L'initiative a été amenée au départ avec Elisabeth Mercier. Et tout en, évidemment, faisant des préparations avec des produits carnés, pour mettre en valeur des pièces de viande bio. Parallèlement, je développe également des préparations végétariennes. Car pour moi, on ne peut pas manger tous les jours de la viande bio. Elle est assez chère, c'est justifié. Donc il faut alterner avec des menus équilibrés. Et les menus équilibrés correspondent à des menus végétariens. Donc, sur le stand de l'agence bio, on trouve, et au départ ça a été assez difficile à être accepté par le syndicat des viandes qui ne comprenait pas pourquoi on trouvait des menus végétariens. Mais maintenant je pense que ça se comprend très bien, et toutes les personnes qui viennent déguster des produits carnés peuvent aussi se rendre compte qu'on peut avoir des plats très équilibrés. Alors depuis 3 ans, nous sommes amenés à travailler avec l'école de Paris. Cette expérience a démarré il y a 3 ans ou 4 ans grâce au maire du 2e qui avait accepté que l'on organise la journée de la gastronomie avec un menu bio végétarien. Et l'agence bio donc avait participé à cette journée, et je m'étais tourné vers des établissements scolaires pour avoir des écoles hôtelières, pour avoir des étudiants, et il s'avère que la journée de la gastronomie, tout le monde est un peu sur le pont, et grâce à l'école de Paris on a démarré cette collaboration qui depuis s'effectue, et nous recevons donc tous les jours
Cette année, ça va être 5 élèves qui vont être là pour travailler avec moi en cuisine, mais également donner des explications et travailler sur le stand de l'agence bio pour faire découvrir des produits. Voilà. On va passer la parole à Anouk. Donc on va passer la parole effectivement à une des personnes qui sera et qui est présente depuis plusieurs années aussi sur le stand. Bonjour, alors moi je suis élève en 2e année BTS option art culinaire et art de la table à l'EPMT et j'ai pu participer au salon de l'agriculture grâce à mon directeur monsieur Menot, grâce à toute l'équipe pédagogique, l'agence bio et monsieur le chef Montagar. Sur le salon, j'ai aidé chef Montagar à réaliser des recettes et des menus plus innovants et créatifs et vraiment délicieux les uns que les autres. Et à les présenter, à les expliquer. Pour ma part, j'ai été très tôt initiée à l'agriculture biologique. Mon papa cultive un potager bio tous les ans et j'ai la chance d'avoir goûté le vrai goût des fruits et légumes gorgés de soleil. Malheureusement, je me suis rendu compte que sur le salon, on rencontre directement les visiteurs. On est vraiment face à eux et il y avait quand même des personnes qui ne savaient pas ce que c'était le bio, qui n'en avaient jamais mangé, parce que pour eux, dans leur esprit, c'est beaucoup trop cher, parce que c'est inaccessible. Et donc, du coup, notre rôle est pour moi très important en tant que cultivateur, restaurateur, artisan, cuisinier, élève, de leur parler et de leur dire, de leur expliquer, de rendre accessible, visible l'agriculture biologique. Et c'est pour ça que sur le stand, c'était vraiment très intéressant de leur montrer, avec 3 stands, et notamment des intervenants comme des producteurs de champignons ou des activités pour les petits et les grands, cuisine, dégustation, etc. Lorsque l'on produit un bon produit localement et biologiquement, c'est gage de qualité dans l'assiette. Nous récoltons ce que nous semons. Donc je suis persuadée que le bio, c'est bien pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez rester assise là, ça sera aussi simple pour vous. Merci beaucoup pour ce témoignage, mais je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure dans les questions. Pour compléter sur les événements à venir, pendant le Salon de l'agriculture, on va organiser un séminaire international sur l'agriculture biologique. Pour des raisons que vous connaissez de travaux sur le site de la Porte de Versailles, ce séminaire ne peut pas avoir lieu directement au Salon de l'Agriculture, donc on va se déplacer un petit peu et rejoindre l'espace du Centenaire, maison de la RATP, qui est rue de Bercy, donc à côté de la gare de Lyon, où nous étions d'ailleurs le 14 novembre dernier pour les Assises nationales de la bio. Donc on revient dans ce lieu. L'objectif de ce séminaire est de regarder avec pas mal de pays, puisqu'on a la présence assurée maintenant des États-Unis, de la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Autriche et la Belgique, donc des pays européens membres de l'Union, pour certains peut-être pour très longtemps, et des pays un peu plus éloignés comme les États-Unis. L'objectif est de regarder ensemble quelles sont les motivations des consommateurs, finalement tout ce qu'on a vu ce matin, quels sont les besoins d'information, ce que reprenait Anouk à l'instant, comment faire pour mieux informer les consommateurs sur ce que c'est que l'agriculture biologique et ce que sont ces produits. Enfin voilà, anticiper l'avenir, travailler ensemble à plusieurs pays pour voir est-ce qu'on a les mêmes sujets devant nous et comment faire pour éventuellement même travailler davantage ensemble sur cette question de l'information et de la diffusion des connaissances sur l'agriculture biologique, parce qu'on sent qu'encore une fois, c'est un sujet prégnant chez les consommateurs et donc chez les habitants de ces différents pays. Enfin, pour compléter sur l'agenda 2017, quelques dates. Alors aujourd'hui, enfin plutôt demain, on va lancer notre 15e appel à projet de soutien au projet d'agriculture biologique, ce qu'on appelle le Fonds Avenir Bio, qui, vous le savez, depuis maintenant 4 ans, est doté de 4 millions d'euros par an. Donc on lance demain l'appel à projet et toutes les entreprises, toutes ces TPE, PME dont on parlait tout à l'heure qui irriguent le territoire auront jusqu'au 27 avril pour déposer leur dossier et pouvoir bénéficier
bénéficier d'une aide dans le cadre de ces projets de développement de filière, puisque c'est le critère numéro 1, c'est que pour être soutenu dans ce fonds, il faut développer des projets qui intègrent l'ensemble des acteurs d'une filière donnée. On met une priorité toujours cette année sur les grandes cultures, mais on va aussi rajouter les questions liées à l'élevage et en particulier à certaines viandes qui sont en déficit aujourd'hui de production en France. Le salon de l'agriculture et le séminaire international, j'en ai parlé. Pour le reste, c'est des événements qui viendront bien plus tard, donc je vous laisse l'occasion de regarder ce calendrier tranquillement. Mais en tout cas, on va être présent tout au long de l'année, en particulier sur effectivement la fête de la gastronomie qui a été évoquée à plusieurs reprises, où on va reconduire le partenariat avec la fête de la gastronomie et évidemment avec le PMT pour développer à nouveau un repas 100% bio au moment de cette fête de la gastronomie au 3e week-end de septembre. Voilà, on a été assez complet, je pense, pour vous donner un certain nombre d'informations d'une part et de témoignages.